C'est l'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. Ce soir, soir de Coupe de France, également beaucoup de matchs sur tous les terrains d'Europe, avec notamment le Barça contre le Sporting Gijón. On a une semaine du 8e de finale retour de la Ligue des Champions, pas de sondage du soir. On attend évidemment ce soir le grand match entre Marseille et Monaco. Le président ce soir, pour la première fois, c'est historique dans l'histoire de cette émission, c'est Raymond Domenech. Bonsoir président Domenech. Comment ça va, président? Et juste une précision, puisque tu continues à me faire patienter. Bonsoir. C'est pas la première fois, c'est la deuxième. C'est vrai? Eh oui. Je suis désolé, pardon, je tiens mal mes stats. Eric Bilderman est dans la place. Bonsoir Georges Clunet. C'est pas la première fois que je suis pas président. Non, non, ça, il n'y a pas de problème. Face à vous, le professeur de l'équipe du soir. Et là, c'est un spécial France Football. Et de 1 pour France Football, 1-0. Bonsoir, professeur. C'est que le début. Voilà. Nabil Gélit, le Fennec de l'équipe du soir, est de 2. Bonsoir à tous. Moi, la présidence, ça ne m'intéresse pas. Et attention. Et enfin, Thierry Marchand est de 3 pour France Football. C'est donc le triplé. C'est le triplé et le triplé qui annonce, je ne sais pas si vous l'avez fait exprès dans la programmation, mais je vous rappelle que la semaine prochaine, le nouveau France Football est en kiosque avec... Zerg, on va beaucoup parler de match retour entre Barcelone et le Paris Saint-Germain. Et puis, dans les semaines à venir, quelques belles surprises, quelques belles exclusivités. La une, on ne peut pas la dévoiler tout de suite encore? Pas tout de suite. Non? Pas tout de suite. Vous l'avez déjà? Vous avez un petit Bien truc? sûr. Ok, d'accord. On essaiera de vous gratter 2-3 infos durant vous n'y arriverez pas. Vous m'avez déjà fait chanter du Sheila tout à l'heure, mais là, vous n'y arriverez pas. On a déjà une info, il va être vendu en kiosque. On peut faire la une avec Raymond. OM Monaco en 8e de finale de la Coupe de France, une affiche 3 jours après la fessée historique reçue contre le Paris Saint-Germain à domicile. Henri Bedimo était hier en conférence de presse et nous a un petit peu raconté son début de semaine un peu compliqué. C'est à vous, Henri. Pour l'ensemble de joueurs qui constituent le groupe, on a eu du mal à dormir. Donc le lundi matin était très compliqué. Je ne veux pas dire au réveil, puisque je pense que pour beaucoup d'entre nous, on n'a pas trouvé le sommeil. Il y a une frustration, une colère qu'on a. Maintenant, il faudra le traduire positivement sur le terrain. La meilleure des choses, c'est de rejouer très rapidement. Non, j'ai dit ce qui nous arrive de bien. Après une défaite comme ça, c'est que 3 jours après, on a un gros match. C'est à peu près ce que je voulais dire. La révolte de l'OM est-elle inéluctable? 2 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle. Duel 100% France Football. Il risque de y avoir quelques-uns ce soir, des duels 100%. Peut-être, c'est fort probable. Oui pour Thierry, non pour Nabil. Thierry, vous avez la main, c'est à vous, on vous écoute. Oui, je pense que je ne sais pas si on peut parler de révolte, mais au moins la réaction, elle est inéluctable. J'allais dire dans les actes. Elle ne se traduira pas forcément au niveau du résultat, mais je pense que ils se doivent quelque chose à eux-mêmes et ils doivent aussi quelque chose à leurs supporters. En plus, je trouve que le calendrier s'y prête et surtout le format de compétition. On va passer du format championnat avec la L1 à un format coupe qui motive sans doute un peu plus. Et puis surtout en coupe, il n'y a pas de lendemain. C'est terminé, c'est pas comme en Liga. Donc ils se doivent ce soir d'avoir quelque chose au bout. Nabil Gélit. Thierry a raison, la révolte est nécessaire. Inéluctable, j'en suis pas persuadé. Le Barça se révoltera contre le Paris Saint-Germain. Est-ce que l'OM a les moyens de se révolter contre Monaco? Ils sont au fond du trou, ils ont pris une gifle monumentale comme ils en ont rarement pris. Il aurait peut-être fallu mieux jouer à l'extérieur. Ce soir, face à eux, ça sera Monaco bis, la même équipe qui a mis 7-0 à Rennes. Donc, nécessaire, oui, inéluctable, pas persuadé avec une équipe et une défense en bois comme ça. 92 centièmes de seconde, qu'avez-vous à rajouter pour votre défense ou votre attaque, Thierry? Rien. Rien? D'accord. Donc pas de relance, pas de possibilité. Vous n'avez pas un autre argument qui vous vient à l'esprit? Est-ce qu'on peut aller boire un verre après? Il reste 5 secondes. Est-ce qu'on travaille dans la même parution? On peut. D'accord, on le fera alors. Okay. Qui paye? Oh là là, attention. Oh là là, c'est Nabil ou Thierry, Thierry ou Nabil, qui vous a convaincu? Vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Président Domenech, qui vous a convaincu? Moi, c'est difficile parce que Nabil est déjà venu pour essayer de me soudoyer avant avec ses arguments. Oh, le salaud. Mais ouais, non, j'ai écouté, mais je dis. Alors, en plus, tu l'as pas dénoncé. Ne m'achète pas. Non, mais tu viens de le dire, Raymond, parce que tu as été incorruptible. Mais moi, je suis un affranchi, donc. Mais ceci dit, je suis d'accord avec Nabil. On peut penser, imaginer qu'ils ont envie de se révolter. Mais je serais plutôt dans la position de dire l'argumentaire. Il est bon parce que comme j'ai le même. Donc, est-ce qu'ils ont les moyens?
Il joue pas à Niort. Non, c'est un mauvais exemple ce soir. Il joue pas à, je veux dire, une petite équipe. Il joue Monaco, qui est solide, qui a des arguments. Même avec une équipe remaniée, c'est une équipe qui peut encore être performante. Alors, il va y avoir de la révolte, je pense, effectivement, pendant 10 minutes, comme contre Paris, quoi. 5. Paris, c'était 6. Voilà. Et ils peuvent essayer de faire quelque chose. On verra leur dispositif. Mais c'est vrai que je serais plutôt pour Nabil. Pour l'argumentaire de Nabil. Je reprends un des argumentaires d'Henri Bédimo hier en conférence de presse. Le meilleur remède, c'est de rejouer, c'est de remonter. Lorsqu'on est un peu tombé du vélo, on remonte. Ouais, mais est-ce que le meilleur remède, c'est de rejouer 3 jours après contre Monaco? Rejouer, oui. À domicile, déjà, on peut se poser la question de la pression. Et en plus, contre Monaco, on va me dire, ouais, il manque 6 joueurs. Mais quand tu regardes la composition de cette équipe... On a un petit débat sur la compo de Jardim. Il n'y a pas de faiblesse. Ouais. Donc, non, je pense que c'est un cadeau très, très empoisonné. Non, mais on peut tout interpréter. S'il y avait une semaine, ils auraient dit, c'est une bonne chose qu'on ait une semaine parce qu'on va pouvoir travailler. Ils vont essayer de positiver la situation. C'est pas un argument, en fait. Non, c'est pas un argument. Je veux dire, mais moi, par contre, je rejoins Thierry. S'ils se révoltent pas après la baffe qu'ils ont prise, il faut juste qu'ils fassent autre chose. Oui, non, ça dépend ce qu'on met dans le mot révolte. Si révolte, c'est est-ce que la victoire de l'OM, la revanche de l'OM est inéluctable? Évidemment pas. Pardon. Ils vont affronter une équipe supérieure. J'ai pas parlé du résultat. Mais bien sûr, on est bien d'accord. Des résultats. J'ai pris des gestes et des actes. On est tous d'accord pour, en tout cas... Non, en tout cas, au début du match, on verra une équipe de l'OM un peu plus, peut-être, agressive. C'est intéressant parce qu'on est en train de présenter le match. C'est le fondement même du compétiteur qui vient de se prendre une baffe. Raymond, pour le coup, est bien mieux placé que nous. Si tu prends 5 baffes. Hein? Non, des baffes. Non, mais si tu prends 5-1, Raymond, tu rentres sur le terrain. Déjà, l'ailier droit qui est face à toi, enfin, l'ailier gauche en l'occurrence, il est terminé. Quoi qu'il arrive, l'ailier gauche de fait était fini. Il passait pas face à Raymond. Mais je veux bien ce révolte, ce sentiment d'avoir envie de faire quelque chose. Déjà, l'argument avec le stade qui va être un peu bizarre parce qu'ils sont obligés de montrer quelque chose dans l'agressivité. Mais Monaco a les moyens de réagir et de faire un petit peu ce qu'a fait Paris et de les faire tourner. S'ils ne le font pas en groupe, s'ils ne le font pas en équipe, s'ils n'y arrivent pas tous ensemble, s'ils font comme l'autre jour, chacun va courir dans son coin à un moment, met des coups au milieu pendant 5 minutes, ils n'y arriveront pas. Mais je trouve pas que Monaco, pour le coup, exerce le même type de domination que Paris. Paris, pour le coup, c'est quand même une équipe le jour où ils décident de confisquer la balle, ils te la confisquent, tu la revois pas. Et effectivement, le fait de courir, en l'occurrence de manière désordonnée, ça t'annule tout et au bout de 6 minutes, c'est terminé. Monaco, c'est un autre type de supériorité, je trouve. C'est pas exactement la même chose. C'est un peu plus une équipe caméléon, c'est un peu moins une équipe. Ouais, mais la balle, ils te mettent pas 70-75%. Mais dans la fluidité et la vitesse, ils peuvent très très vite. Ah mais ils peuvent leur mettre très vite les déstabiliser. La première erreur, comme tu disais, parce qu'on l'a vu dimanche, il y avait Lopez qui allait au pressing tout seul derrière. Les gars, ils étaient 40 mètres derrière. Non, mais Tu le fais 2 fois, tu le fais 3 fois. Il y avait des déséquilibres dans cette équipe. Je vois pas comment d'un seul coup, elle va nous présenter un schéma homogène. On va revoir le premier but inscrit par Paris dimanche soir au Vélodrome. Alors c'est un coup franc avec Thiago Silva et puis Marquinhos qui va marquer. Prendre un but de cet Kabila de ce soir-là, c'est interdit. Coach Domenech peut-être sur ces erreurs de placement. Lorsqu'on prépare un match et lorsqu'on a pris une raclée 3 jours avant, est-ce qu'il y a des choses qu'on doit obligatoirement régler en disant ça, ce soir les gars, c'est interdit? Oui, ils peuvent leur montrer les images, les mouvements, les déplacements. Et là, je suis d'accord avec Rudy qui disait c'est un problème mental. Et les coups de pied arrêtés, c'est un signe. C'est un signe d'une équipe. Quand le duel aérien... Quand Payet est sur Thiago Silva, est-ce que c'est pas un problème Non, tactique? mais à la limite, ça, le problème tactique, c'est pas gênant. C'est pas Thiago Silva qui a 15 mètres sur le côté qui va marquer le but. À la limite, ceux-là, il vaut mieux garder les grands normalement dans l'axe, où c'est là où c'est dangereux. S'ils centrent et que les autres, ils sont pas en train de dormir, il peut centrer Thiago de la tête. C'est pas gênant. C'est pas ça le vrai problème. C'est que les autres, ils regardent tous le ballon. Tiens, ils vont sauter aussi. Marquinhos, il arrive. Et qu'il y a, mentalement, ils sont pas déterminés. Ils n'étaient pas prêts dans ce match-là pour faire ce genre de combat. J'ai jamais vu. Alors, franchement. Ce sera le mot de la fin, Nabil, parce qu'après, on aura le résultat. C'était juste qu'on va dire qu'on n'avait pas assez appuyé sur ce but-là. Moi, très sincèrement, j'ai cru que c'était du beach volley à Copacabana. Là. C'est incroyable. Non, mais je vous le dis honnêtement. Zélitou Marchand, c'était le premier de la soirée. Qui gagne, Thierry ou Nabil? Oh la main. Logique.
C'est le geste de James Harden. Voilà, C'est bien James ça. Harden et Roussillon Ok. de Montpellier. Et on va faire un petit saut de rivière, regardez, avec Deschamps et Le Gret, puisqu'aujourd'hui, dans le Parisien, aujourd'hui en France, Didier Deschamps a soutenu son président dans l'optique des élections donc présidentielles, fédérales, le 18 mars prochain. Ma position, nous dit le sélectionneur national, est claire. J'espère et je souhaite la réélection de Noël Le Gret, candidat à sa propre succession. Tout ce qu'il a accompli depuis son investiture en 2011 est très positif. Le sélectionneur apporte son soutien, qui en a bien besoin, puisque les projections, les sondages font que l'élection est incertaine quant à la victoire de Noël Le Gret. Avec ce soutien, les élections sont-elles déjà jouées? Est-ce que Noël Le Gret a déjà gagné? Est-ce que c'est un soutien de poids et décisif? Moi, j'ai l'impression. Ouais. Moi, je crois pas. Pourquoi? Je crois pas parce que ce n'est qu'une partie du football de l'équipe de France. Le poids de Didier Deschamps par rapport à cet aspect institutionnel, oui. Mais est-ce que les amateurs vont voter en fonction de préserver l'équipe de France et de se dire si Didier Deschamps se retrouve avec un autre président, va partir? Je ne suis pas persuadé. Je pense qu'il y a une vraie nécessité pour les amateurs de se projeter dans ce que sont les deux programmes. On ira voir Dave, puis après on fera un petit tour à la case Raymond, parce que vous étiez sélectionneur national d'ETN, vous êtes président des entraîneurs, vous connaissez aussi bien les arcanes de la fédération. Et les petites choses, j'aimerais avoir vos commentaires là-dessus. Le Barça vient de marquer. Le Barça vient de marquer. Super but de Luis Suarez. 3-1 pour le Sporting Gijón. Merci beaucoup. On a un petit journaliste, un petit pigiste qui suit les résultats. Merci Raymond. Dave Apadou. C'était pour dériver un petit peu. Non, mais le football français, c'est un système pyramidal. C'est-à-dire que c'est. Et le circuit de l'argent, pour le coup, aussi est pyramidal. C'est-à-dire, l'argent arrive au sommet et il est redistribué à la base. L'appui là, de Deschamps, en gros, aujourd'hui, Deschamps, c'est pas loin d'être le vrai patron du football français. C'est quand même celui qui a restauré. Alors, pas tout seul, mais malgré tout, c'est lui qui est comptable de ça, qui a restauré l'image du football français. Et ça a été déterminant aussi par rapport aux sponsors, aussi par rapport aux droits télé, etc., etc. Et que, aujourd'hui, Didier Deschamps occupe une place qui est tellement déterminante après tout ce qu'on a connu auparavant, que forcément, si Didier Deschamps, il ne le dit pas forcément comme ça, mais s'il lit un tout petit peu son sort, pas loin de celui de Le Gret, en disant « notre binôme, il fonctionne et ça n'a pas mieux fonctionné ces dernières années », je pense que ça va avoir un impact au niveau de la base qui se dit on en récolte aussi les fruits de ça. Ok pour tout, mais j'écoutais sur les droits télé, quelle est l'influence de Didier Deschamps? Non, des contrats sont signés, ça coûte 5 millions de matchs, que Deschamps soit là ou que Tartampion Oui, soit là. enfin non, quand je dis les droits télé, je parle de la pub. C'est-à-dire qu'effectivement, D'accord, ok. aujourd'hui, la page de pub, elle coûte évidemment beaucoup, elle rapporte beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a 3-4 ans. C'est un fait. Deschamps soutient Le Gret, c'est aujourd'hui dans le Parisien, aujourd'hui en France. Raymond Domenech, c'est l'atout majeur quand on a Deschamps dans sa botte. Pour ces élections-là, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que Didier prend position. Il a vécu avec M. Le Gret. Il sait comment il fonctionne, il sait ce qu'il a. Je m'imagine dans une position, c'est vrai, quand on fonctionne bien, et le duo président-sélectionneur, il est capital. Il est capital. On peut pas avoir un duel entre l'un et l'autre, qui veut prendre la place, ou qu'il n'y a pas d'affinité. C'est compliqué. Et pardon, il est capital pour un sélectionneur, pour un président, mais est-ce qu'il est capital pour les élections présidentielles, Raymond? C'était un petit peu votre... Oui, pour les votes amateurs. Oui, pour les votes amateurs. Je ne sais pas s'il est capital, mais la stabilité, elle est retrouvée. Je veux dire, et Didier la confirme, l'affirme. Moi, je ne trouve pas que ça soit négatif. Il a vécu avec lui. Ouais, mais alors Est-ce que ça sera Raymond, décisif? Je ne sais pas. Alors, vous savez pas. Et Noël Le Gret le dit. Pourquoi il vous savez pas? Il n'y a aucune élection. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'une élection. Celui qui met le bulletin de vote, il est libre, il fait ce qu'il veut, comme il veut. Et ils peuvent être influencés ou pas. On n'en sait rien. Il n'y a pas Surtout en ce moment. Il n'y a pas d'élection qui est gagnée à l'avance. On a vu avec Laporte dans la fédération de sa candidature dans le rugby, il est allé travailler individuellement à la base dans chaque district, chaque votant. C'est pas le cas de l'outsider Jacques Rousselot? Pardon ? C'est pas le cas de l'outsider Jacques Rousselot? Je ne sais pas comment se passe là, mais la campagne, elle peut quand même se jouer à la base. Elle ne s'est pas jouée au sommet, elle ne s'est pas jouée sur la... Sauf que le sommet, juste je précise, que le sommet en rugby, il ne se porte pas aussi bien que le sommet en équipe de France. Je suis d'accord, mais ça s'est quand même beaucoup joué sur le travail que la fédération allait faire vis-à-vis des clubs. Il y a deux choses par rapport. La première par rapport à Deschamps. Enfin, franchement, un sélectionneur qui soutient son président, j'allais dire quelque part, il n'avait pas le choix quand même. Enfin, il me semble que. Mais il aurait pu ne rien Je ne suis dire. pas d'accord.
Il aurait pu ne rien dire. D'accord. Il aurait pu rien dire. Il avait le choix, il pouvait rien dire. Il pouvait dire ce que j'étais à la DTN et ce qu'on dit à tous les techniciens quand il y a des élections. On leur dit c'est pas votre affaire. Vous restez en dehors, la politique. Les gens qui dirigent, il y en aura un, il y en aura peut-être un autre. Vous faites l'aspect sportif. Didier, il aurait pu rester là-dessus. Oui. S'il l'a fait, c'est qu'il en a eu envie. Personne ne l'a obligé à le faire. Alors ça, j'en suis persuadé. On n'a pas l'habitude de lui faire des trucs qu'il n'a pas envie de faire. Sûrement, mais ouais. Mais par ailleurs, je veux dire, ce qui peut aussi jouer, c'est la recomposition des ligues. Je veux dire, on était à 22, hein, comme les régions. On passe à 13. On était à 22, on passe à 13. Je veux dire, les gens que tu as travaillé, comme je ne sais pas qui disait tout de suite, au niveau du lobbying, ils sont quand même nettement moins nombreux qu'auparavant. Oui, non, mais le vrai problème, c'est quel argumentaire vont avoir les opposants, puisqu'il y en a 3 de la liste de Le Gret qui sont de l'autre côté. Donc, ils peuvent pas. Jacques Rousseau, François Pontieux et David Donadei, les 3 ils peuvent pas parler. Et Joël Muller, qui est dans l'autre liste. Voilà, ils ne peuvent pas parler du bilan puisqu'ils étaient dedans. Donc c'est juste un problème de personnalité. Bien sûr. On dit Rousselot le dit comment il gère. Oui, mais alors, c'est pas un débat, ça. Non, mais c'est ça. Rousselot, c'est d'ailleurs, pas un le dit. débat. Il dit le bilan de l'OL Le Gret était bon, mais voilà, Donc, il est Didier, peut-être. et Didier le confirme. Mais voilà, exactement. Et Didier, il Et dit, c'est pour ça oui, qu'il c'était joue bien, plus. on a bien Comment, sur travaillé, quelle on base il peut peut gagner travailler dans de bonnes conditions. Il ne peut pas jouer sur une faiblesse. Nabil Djalil, bonsoir. Bonsoir, enchanté. T'es là. J'aime beaucoup ce que vous faites. Non, mais bon, moi je maîtrise pas tout, loin de là, mais il y a un truc qui m'a interpellé. Après, c'est vrai que ça rouvre peut-être un débat. J'ai vu qu'ils avaient rouvert le dossier Benzema. Le Gret est en partie. Il en a parlé aujourd'hui. Et Noël Le Gret en avait parlé vendredi dernier. Mon interrogation, c'est celle-ci. Est-ce que c'est pas une manière aussi de retisser un pont peut-être avec certaines ligues et peut-être avec un peu le football amateur d'une manière sociologique? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, est-ce que c'est pas un argument de campagne? Est-ce que ce dossier-là, il n'est pas instrumentalisé à ce moment d'élection? Voilà, c'est une question que je me pose. J'étais à la conférence de presse. Moi, j'étais à la conférence de presse quand on a posé la question à Noël Le Gret, qui n'avait aucun lieu d'être ici d'ailleurs, parce que c'était une question sur la politique, sur l'avenir. C'était pas l'équipe de France. On lui pose cette question-là, elle a dit oui, il est, je veux dire, il est performant complètement. Je veux dire, c'est un journaliste qui lui a posé. C'est pas lui qui a avancé l'argument. Et pour faire bien, les gars, on va reprendre Karim. On lui pose la question, il répond, il dit oui. Et il a même dit un truc, je trouve, qui n'a pas été traduit. Il a dit, et c'est dommage, je trouve qu'on a un problème parce que la justice tarde à prendre une décision et à décider quelque chose pour que vraiment ça soit clair pour tout le monde. Et il le dit, je l'ai revu nulle part. Et je ne l'ai entendu nulle part. Sur ce soir. Merci Raymond. Fernandez et Lama ne passeront pas donc leurs vacances ensemble. Hier, Bernard Lama a dézingué Luis Fernandez donc dans Sofo du mois de mars. Fernandez, coach de Lama, faut-il le rappeler, au Paris Saint-Germain dans les années 90. Alors que nous dit Bernard Lama, c'est quelqu'un qui n'a pas compris où il était. C'était trop pour lui, intellectuellement. Il y avait un décalage dans la gestion humaine, il était à côté de la plaque. Aujourd'hui, Luis Fernandez a répondu sur Twitter. Salut Bernard, un autre grand souvenir. J'espère que tu n'as pas replongé. 3 petits points de suspension. Fais gaffe, ça fait perdre la mémoire. Alors qu'est-ce qui fait perdre la mémoire? Le hashish, puisque vous voyez un lien avec un ancien article de Libération daté de 1997. En 1997, Bernard Lama avait été contrôlé positif à cette substance et avait été suspendu 5 mois, dont 2 fermes. La réponse de Luis Fernandez est-elle judicieuse? Sa place en équipe de France au profit de Barthès. Oui, oui. La réponse de Luis Fernandez est-elle judicieuse? J'aimerais aller à la hauteur de l'attaque. Aller à la hauteur de l'attaque. Donc, la bassesse de l'attaque. On va pas ouvrir le procès de Luis si on n'ouvre pas le procès de Bernard Lama. Évidemment. Et puis, quelque part, je la trouve même plus drôle. Quelque part, on est plus dans l'humour que dans l'attaque de Lama, qui est quand même assez radé pâquerette. Hein. Ouais. Donc judicieux. Ah oui, moi ça me choque absolument pas qu'on puisse utiliser des arguments comme ça quand on subit ces attaques-là, 20 ans après, qui viennent de nulle part, au même titre que quand Bernard dit à propos de Fabien Barthez, il est blanc et il n'est pas très intelligent, je crois, c'est un peu quelque chose comme ça. Je sais pas ce qu'il a mis dans le terme blanc. Imaginez que dans l'autre sens, on dise Bernard Lama, il est noir, machin, ça aurait fait la une de toutes les ligues antiracistes. À un moment donné, dans cette interview, il y a beaucoup de choses qui sont choquantes. Welzen, justement, a relevé ça, justement, Lama, des propos racistes. Oui, c'est des propos racistes. Ils sont pas racistes, c'est qu'aujourd'hui, tout est instrumentalisé. Dès qu'on dit un mot... C'est pas raciste de dire que traiter quelqu'un de blanc? Non, c'est pas raciste. Mais pourquoi dans mais le problème, c'est raciste. Mais non, c'est le même niveau. C'est du même niveau. Il n'est pas intelligent et il est blanc. Mais c'était le bon. On est d'accord, c'est qu'aujourd'hui c'est du racisme.
C'est-à-dire que si Où est la LICRA, là ? Alors, si tu analyses, je pense devant un juge, quand tu dis de quelqu'un tu es blanc, on va pas et dire t'es pas intelligent. Je suis pas persuadé que tu vas perdre au niveau juridique. C'est ce qui s'est passé avec l'ex-entraîneur Sagnol. Ça, c'est devant les tribunaux. Il me semble pas qu'il ait été condamné. C'est simplement, je pense que le fait que pas la même chose. Peut-être. Donnez-moi des profils grands, blonds, pour des défenseurs. Ouais, c'est un système de croyance et de représentation moi, des joueurs. je pense que le plus gênant dans cette histoire, c'est qu'on laisse passer le fait que Lama puisse dire il est blanc et derrière il n'est pas intelligent, alors que si ça s'était passé dans l'autre sens, on est d'accord, ça aurait fait un scandale absolu. Jean Namon, téléspectateur de l'équipe du soir, bonsoir. Jean Fernandez donne-t-il raison à Lama en répondant ainsi? Jean, donc, je traduis un peu votre question. Lorsqu'on se fait un petit peu salir dans la presse, on doit ne rien dire, ne pas répondre. Non, mais moi je trouve quand même que... Alors, c'est vrai que l'attaque de Lama, elle est un peu violente et on ne sait pas d'où elle sort, mais je trouve qu'on ne doit pas être à court d'arguments. Je veux dire, la meilleure manière de répondre, pour moi, c'est pas d'essayer de disqualifier l'autre en revenant sur un épisode lié à du hashish ou du cannabis. Je pense qu'il aurait pu trouver aussi d'autres arguments, il aurait pu prendre la parole. Est-ce qu'il a voulu faire juste un brin d'humour pour les amorceurs? Ouais, mais attends, aujourd'hui... Un brin d'humour, il met le lien... De Luis Fernandez? Ouais, excuse-moi. Non, il y a le vernis de l'humour, mais clairement, il le torpille de droguer, sur un point... où il est faible, sur un point où il a sur un fait. Bon, Fernandez, Lama ne passeront pas leurs vacances ensemble. Nous allons mettre une petite pause. Dans quelques minutes, la compo Garcia, la compo Jardim. Le grand match, c'est ce soir. L'OM contre Monaco. Et j'apprends à l'instant que le Paris Saint-Germain vient de marquer à Niort. 1-0, un but de Pastore. Merci pour l'info. À tout de suite. Deuxième partie de l'équipe du soir. Première partie. Vous me suivez? Avec Raymond Domenech, le président de l'équipe du soir, Eric Bilderman, Nabil Djelik, Thierry Marchand et Dave Apadou. Ça manque de garçons de France Foot, j'ai l'impression. Hein? Allez, petit. Très, très. Les compos viennent de tomber. Enfin, la compo de Monaco vient de tomber. Regardez, ce qu'on pressentait bien est désormais officiel, puisque Leonardo Jardim a largement fait tourner. Gemerson, Ragui, Touré, Mendy et De Sanctis donc derrière. Bakayoko, Moutinho, Dira, Georges, brésilien, donc, voilà, qui est plutôt arrière latéral, qui a été mis, un cran dessus, à la place donc de Thomas Lemar, Mbappé et Germain. C'est pas ultra offensif, hein, parce que Dirard, son profil... On en parle, Ah, on en d'accord. parle. Non, Regardez la compo Jardim, il y a des cases, on vous a fait des cases pour structurer votre pensée. C'est vrai. Serait-ce le défi du siècle, Pour structurer la pensée, c'est marqué sur le thème compo Garcia. Qu'est-ce qu'il donne la compo Jardim? Et après, il vient t'expliquer que Dis celui qui était en train de parler. Et on va passer maintenant, Non, mais t'as raison, mais à la compo t'as raison Garcia. d'engueuler comme ça tes hommes. On va passer à la compo Garcia. Après la fessée dimanche contre Paris, Rudy Garcia était hier en conférence de presse. Et à propos de la défaite, il est revenu sur son organisation. Enfin, en creux, il n'est pas revenu. Mais regardez, il a dit ceci. Pas une question de tactique, de stratégie ou autre chose. Voilà, c'est une question de mental, c'est une question de rester dans le match, c'est une question voilà, d'avoir 11 lions sur le terrain et d'être déterminé. Et il faut progresser absolument dans ce domaine-là. Et je pense qu'avec la même stratégie et les mêmes joueurs, on pouvait faire beaucoup mieux. C'est ça surtout. C'est pas une question de tactique, de stratégie. Donc finalement, attendez. Donc on va regarder la compo Garcia. Bah oui, il doit jouer en 4-3-3. Bah non. Voilà. Doria, Sertic, Rolando, c'est une défense à 3, voire peut-être éventuellement à 5. Ça va dépendre du placement de Bedimo et de Sakai. Vainqueur, Maxime Lopez et Thauvin pour le milieu de terrain. Payet et Ngier, donc pour les contre-attaques et pour tenter de marquer des buts. Garcia nous a-t-il menti? Est-ce qu'il nous a bourré un petit peu le mot? Oui, pourquoi? Parce que il s'exonère quand même très facilement de ça. En gros, le résultat, le naufrage, c'est uniquement l'état d'esprit des joueurs qui n'était pas à la hauteur. La stratégie était la bonne, le choix des hommes était le bon, le système était le bon, tout était parfait, donc lui il avait parfaitement bien travaillé. Et puis, c'est les joueurs, les pauvres, qui ont pas du tout été à la hauteur. C'est exactement ce qu'il dit. Et on a un coach, quand on s'est trompé, est-ce que c'est difficile de reconnaître comme ça devant la presse qu'on s'est planté ou pas? Il n'a pas dit que la stratégie était la bonne, que l'organisation était la bonne.
Il a simplement dit que pour arriver à animer ce genre de match, il faut un mental supérieur à ce qu'ils ont montré. C'est tout qu'après l'organisation, ce qu'il voulait dire, c'est tu peux mettre celle que tu veux. Quand tu as des mecs qui sont aussi fragiles mentalement, tu peux jouer avec 5 derrière. D'ailleurs, ils l'ont fait en fin de match. Ça a été pareil, ils ont pris le bouillon. Raymond, la question que je me pose par rapport à ça, est-ce qu'il a découvert sur ce match-là que ces mecs étaient fragiles mentalement? Non. Parce que s'il l'a découvert sur ce match-là, moi ça m'épate. Et s'il ne l'a pas découvert, ça veut dire qu'il a pris un gros risque en partant pas avec une défense autre que celle-là. Mais il y a un aspect politique quand même dans cette histoire. Allez-y. Oui, Tu comprends ce que je veux dire? Je pense qu'il le sait, il connaît la fragilité de son équipe et ils se mettent en place. Il va y avoir le prochain mercato, je veux dire, ils vont peut-être chercher de ce côté-là. Ils l'ont raté pour moi en hiver parce qu'ils ont pris un attaquant qui a le profil de tous ceux qu'il avait, même s'il a des qualités, et ils n'ont pas pris de vrais défenseurs, de mecs rigoureux, solides, qui allaient imposer à cette équipe un autre état d'esprit. Ils sont dans le même avec des joueurs faibles défensivement. Raymond, c'est pas... Ça, c'est une erreur. On parlait tout à l'heure de sa responsabilité, des choix, etc. C'est pas une question d'état d'esprit que d'avoir mis Patrice Evra, qui était hors de forme, certainement pas remis, de l'avoir mis. Je veux dire, à un moment, il faut aussi s'interroger sur ses choix. Et c'est pas le condamner, c'est pas dire Rudy Garcia est une pipe, mais à un moment, il peut pas dire le match s'est joué uniquement sur l'état d'esprit. Il y a des choix qui ont été lunaires. Ça bouge à droite. Moi, j'étais au match dimanche, et ce qui m'a frappé en première mi-temps, c'est de voir individuellement Lopez ou Payet ou Anguissa venir au pressing, venir seul. Mais individuellement. Individuellement. Voilà, tout seul. Avec 40 mètres derrière. Et les gars, ils faisaient des passes à 3, ils éliminaient le joueur. C'était... ça paraissait totalement incohérent. Et la question, c'est quoi? C'est l'organisation du coach ou l'état d'esprit, la question, c'est que quand tu vois ça, tu vois le truc se faire une fois, 2 fois, 3 fois, est-ce qu'à un moment donné, sur le banc, tu n'interviens pas pour dire, les gars, là, tant qu'il intervient, là on arrête. Il y avait 2-0. Après, c'était déjà, ça va très réglé. vite. Mais 2-0, ça reste encore un match de football. Et là, c'est ce qu'il nous dit. Évidemment, après, il y a un aspect politique. Il connaît la réalité des rapports de force et la réalité de son effectif et celui du Paris Saint-Germain. Mais il ne pouvait pas blinder à 5 derrière avec 60 000 personnes et avec tout ce qui a été annoncé avant dans la presse. Et lui, dans le vestiaire, ce qu'il leur a dit, parce qu'il peut y avoir des fuites, il n'y a pas que des fuites dans le stade qui est mal façonné. Il leur a dit, j'ai été nul, vous avez été nul. Donc ça veut dire que lui estime qu'il ne s'est pas planté que pour une question d'état d'esprit. Ça, c'est juste après le match. Ça, c'est ce qu'il nous explique. Mais ça veut dire que quand il dit j'ai été nul, ça veut dire qu'il sait très bien qu'il s'est planté sur certains choix de joueurs, sur peut-être la tactique, sur peut-être la stratégie. Mais on l'a pas entendu. Non, mais il va pas nous le dire. Il va le dire à ses hommes. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Et c'est normal. Non, mais je reviens parce que l'actualité, c'est ça, comme cette compo, cette défense à 3 centraux. Non, mais attendez, ce soir, il y a un bus ou pas un bus? Non, ce soir, il protège. Il y a un bus ou pas un bus, les gars? Non, c'est pas un bus. Ce soir, tout simplement, c'est typiquement les équipes fébriles. Enfin, je sais pas, moi je suis pas coach, mais bon, j'ai compris que quand ça marchait pas à 4, tu passais à 3 ou 5 derrière avec une sentinelle pour couvrir ton axe parce qu'il est faible. Et c'est le rôle de vainqueur qui est plutôt un bon joueur et qui fait plutôt, lui, des bons matchs jusqu'à présent. Ce soir, il est un peu plus prudent que face au Paris Saint-Germain. Et peut-être qu'il aurait dû être plus prudent face au PSG et moins prudent ce soir. Mais vu la claque qu'ils ont pris, il est en panique. Ça, c'est la compo globalement du PSG au match au Parc. Oui, on est enfin dans l'esprit, Oui, bien sûr. Il y avait Rekic à la dans l'esprit, c'est ça. Ouais. Mais moi, je pense quand même que pour revenir au match du PSG de dimanche, que s'il n'y avait pas eu une communication de la part des édiles de l'Olympique de Marseille pour dire ce match-là, vous allez voir, on va faire honneur au jeu, on va les gagner. Je pense que Rudy aurait pas été quelque part dans l'obligation, entre guillemets, de mettre une équipe un peu plus offensive. Il a eu des gens au-dessus de lui, des dirigeants, qui ont voulu vendre le match en disant ah, mais attendez les gars, vous allez voir ce match-là, on va y aller, on va gagner. Thierry, on en a parlé de ça. Moi, le bus ou pas le bus? Raymond, c'est du bus ou pas du bus? Ça ce soir? Ouais. Non. Tout dépend comment. S'ils ont le ballon. Bedimo et Saka, ils vont pouvoir aller déborder. Il a mis du monde dans l'axe et il a ouvert les côtés pour que les deux répondent à ma question. C'est une équipe aussi pour jouer derrière la. C'est une équipe qui peut jouer. Ça, c'est une équipe qui peut jouer, mais et je reviens toujours sur ce fameux 3-5-2 qui a tué Laurent Blanc à Manchester. C'est un truc qui se travaille.
Ça s'improvise pas. C'est vraiment un système de jeu où si les joueurs ne comprennent pas, si les centraux ne sont pas intelligents pour se décaler, pour venir presser, si les latéraux viennent défendre bas et serrer, qu'on se retrouve à 5 sur la même ligne, comme ils ont fait contre Paris, ils sont morts. C'est un système où il faut presser, où il faut aller chercher de l'avant. Si c'est pas travaillé, et s'il y a pas, ça coulisse pas bien, que l'opposé reste là-bas. Donc, ce qui n'a pas marché sur l'organisation du pressing dimanche, vous pensez que ça va marcher là? C'est un système différent. Ouais. Dimanche, on les a vus, c'était chacun leur tour. Oui, voilà. Et ils mettaient des coups. Je veux dire, c'est chacun leur tour dans tout. C'est chacun leur tour, au milieu, derrière, on les voyait courir, aller, puis pof, Je maintiens, ça partait de l'autre c'est un côté. adversaire différent. Dans ce système-là, quand même, le rôle des latéraux est absolument fondamental. Il est fondamental. Il est Quid fondamental. de Bédimo. Et normalement, c'est deux. Bédimo, s'il est bien physiquement, c'est quelqu'un. mais tu le remets dans il un vaut mieux le 3-5-2. faire attaquer. Ouais, mais Il vaut mieux le faire attaquer C'est-à-dire que le faire que- défendre. C'est-à-dire que physiquement, il était un peu moins bien. D'ailleurs, ils ont envoyé Evra au bouillon. D'ailleurs, parce que Evra, la vérité, c'est voilà, ça tire sur l'ambulance, mais il n'aurait jamais dû jouer en fait depuis un moment. Non, mais attends. Et c'est la politique du club qui a fait qu'on l'a mis sur le terrain. T'obliges jamais un joueur à jouer. Mais si- S'il ne peut pas, surtout pas à son âge, avec son Ouais, mais attends, expérience. t'as Hérault S'il qui ne sent t'explique pas. que c'est le côté gauche de l'équipe de France. Et ils n'arrêtent pas de vendre ça. Donc il y a un moment, ils l'ont envoyé sur le terrain aussi. Si Pat avait eu quoi que ce soit, blessé ou pas, il l'aurait dit. Il a tenté, il a essayé. Je veux dire, tu ne peux pas le reprocher à l'entraîneur. À la case Vélodrome à présent, pour toujours continuer de vous parler de cette rencontre qui nous passionne, OM Monaco, case Vélodrome, pour vous dire que dimanche contre Paris, et vous allez voir quelques images, l'OM a battu son record d'affluence, 65 252 supporters, record historique d'affluence. Bon, ce soir, ce ne sera pas la même limonade. 3 jours plus tard, les gradins sont désertés. On annonce seulement au maximum 30 000 supporters au Vélodrome. Est-ce que c'est logique? Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Ils vont s'opposer en duel. Jingle. Ça arrive de Marseille, le jingle, donc c'est normal. Eric, vous m'avez dit oui. Dave, vous m'avez dit non. C'est pas logique pour Dave. Pourquoi c'est pas logique, Dave? C'est pas logique parce que c'est quand ton équipe va mal qu'elle a besoin de supporters. C'est pas logique parce que Marseille, dit-on, est une terre de football. Et là, elle se comporte comme certains voisins, par exemple Toulouse, qui viennent remplir le stade pour les matchs de gala et qui, le match suivant, ont déserté les tribunes. Mais Toulouse, on dit que c'est une terre de rugby, donc c'est logique. Marseille, c'est censé être une terre de foot. Et puis, c'est pas logique parce que s'il y a bien une compétition où Marseille peut encore exister, c'est la Coupe. Ils avaient pris une claque contre Lyon en championnat. Ils avaient réussi à se qualifier contre ces mêmes Lyonnais en Coupe. Ça veut dire que la révolte, elle est possible. Ils devaient être soutenus. Eric? C'est logique parce que justement le public de Marseille est un public versatile, c'est un public de foot. Quand Marseille gagne, ils étaient 850 contre Forbach il y a 30 ans. C'est logique parce qu'ils ont pris 5-1 à domicile. C'est logique parce que le match est gratuit à la télévision. C'est logique parce que j'ai regardé la météo, il pleut à Marseille. Ils ont peut-être pas très envie de sortir. Et c'est logique parce que quand c'est en championnat, les abonnements fait que tu vas au stade. Là, on est hors abonnement. Il faut encore sortir de l'argent. Et l'argent, on ne l'invente pas. Merci beaucoup. Il est fâché, hein, là. Vous avez rivé votre clou. Hein. Qui vous a convaincu? Est-ce Eric ou est-ce Dave? Vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir. L'arbitrage de Raymond. Et juste après, on se rendra à Marseille avec Pierre Niguet et Mathieu Grégoire du journal L'Équipe sur cette question des supporters. Raymond, c'est logique ou pas? 30 000? Je dirais, déjà, si on relativise, 30 000 en France. C'est bien. C'est pas mal, ça se situe largement au-dessus de la moyenne. Il y avait Donc, 7000 à Bordeaux hier soir pour Bordeaux-Lorient. Vous passez les vacances à Marseille, là? Non, pas du tout. Non, Mais c'est je pas dis, logique. avoir 30 000 personnes dans un stade, c'est vrai qu'il fait 60 000 et que ça fait vite par rapport à l'autre, mais c'est leur moyenne à peu près, je veux dire, à l'heure actuelle. Donc c'est bien d'avoir 30 000 dans un match comme ça, en milieu de semaine, quand il fait mauvais, quand il y a le match à la télé. Moi, je trouve pas que ça soit Grosse ferveur, alors. dramatique. Ils ont réservé leur 7 000 billet pour la contre finale, Bordeaux. n'importe comment. Ah, Donc, d'accord. c'est pour ça. Donc je serais plutôt Eric Bilderman. Eric. On file à Marseille au Vélodrome et retrouver Pierre Niguet et Mathieu Grégoire. Logique, pas logique. 30 000 donc supporters au maximum ce soir. C'est à vous les gars. Bonsoir. Oh que oui, on sera loin des 65 252 spectateurs qui étaient là il y a 3 jours pour ce match face au Paris Saint-Germain. Mathieu Grégoire, merci d'être avec nous. Vous vivez à l'OM, vous connaissez très bien le club. Comment les différentes associations de supporters ont réagi à la défaite dans le classique? Ça sonne un petit peu creux ce soir, c'est vrai Pierre. Elles ont réagi le coup de massue. Le coup de massue, alors après c'est pas pour autant qu'elles ont appelé quoi que ce soit un mouvement, un boycott, on n'en est pas là du tout. Là ça va être un peu maigre ce soir, on va être entre 25 et 30 000. Mais c'est déjà quand même pas mal. Bordeaux hier il y avait 7 000
000 personnes au stade. Là, on est sur de la semaine, 21h, donc c'est vrai qu'il y a une affluence qui est moindre que le week-end. On sait que la nouvelle direction marseillaise a fait les efforts avec les supporters, que c'est quelque chose de très important en termes d'image pour McCourt notamment. Est-ce que la défaite d'il y a 3 jours, est-ce qu'une éventuelle élimination ce soir pourrait marquer une rupture avec les différentes associations de supporters? Non, alors pas de rupture. Par contre, je vais vous expliquer un petit peu l'idée de la direction. C'est que là derrière, vous avez les virages. Donc par exemple, le virage sud ici. L'idée, c'est d'avoir virage nord, virage sud, des mêmes politiques tarifaires assez basses et garder une ambiance. D'où l'engouement du Classico. Il fallait un peu vendre ce Classico comme on avait vendu le match contre Bordeaux, le premier de l'ère McCourt. Garder une ambiance très très importante sur ces virages. Et derrière, en Gannet ou derrière nous en Jambois, là, on va élever la politique tarifaire en vendant justement aux VIP, aux personnes un peu plus footix ou en tout cas plus bourgeois, on va dire. On va leur vendre l'ambiance des virages. Donc effectivement, l'idée, c'est toujours de capitaliser. Il n'y a pas de rupture parce qu'on est encore très tôt dans le projet. Par contre, c'est un petit peu la fin de l'état de grâce quand même, je pense, notamment pour Rudy Garcia. Merci Mathieu d'avoir été avec nous. Il y aura en tout cas de l'ambiance côté visiteur puisqu'il n'y avait pas de Parisiens dimanche. Là, il y a des supporters monégasques ce soir. Ah, j'aime bien Mathieu, il regarde comme ça, un petit peu il a tout dit. Son chez lui, son vélodrome. Vous voulez dire quelque chose par rapport aux 30 000, logique ou pas logique? Je vous donne la main. Déjà, c'est vrai que c'est déjà pas mal à l'échelle d'un stade français en pleine semaine. Moi, je suis plutôt de l'avis d'Éric parce que je pense que c'est quand tu es passionné, en fait, tu passes de l'amour en gros, pas la haine, c'est pas le cas, à la désillusion. Et je pense qu'ils ont pris comme un gros coup dans la gueule parce que le 5-1. Saint-Etienne, ils sont pas passionnés. Mais c'est pas la même sociologie. C'est des Méditerranéens. C'est des Méditerranéens, donc c'est d'autres ressorts psychologiques. Et en plus, c'est le rival de toujours. C'est terrible pour eux. Enfin, je veux dire, bon, ils vont s'en remettre. Mais ce qui est intéressant, ce que disait Mathieu, surtout sur la chute, moi, je pense que le totem d'immunité, il est terminé pour Rudy Garcia. Pour Garcia. Peut-être on en parlera. Il y a eu un duel entre Eric et Dave qui vous a convaincu. Logique, pas logique, on y va, c'est parti. Et c'est Eric. Easy. Hein, ça fait longtemps que vous avez gagné un duel, non? Ah oui, c'est comme les quiz de début d'émission, ça fait longtemps aussi. Ça fait longtemps. Mais la série est en cours. Ok, très bien. Vous aimeriez voir Cavani en slip? Vous en avez rêvé? L'équipe du soir a exaucé vos vœux puisque ce soir, Paris s'impose 2-0. Ouais, c'est une belle accroche, hein. Paris s'impose ce soir 2-0 à Niort en Coupe de France, donc Paris qualifié pour les quarts de finale, tenant du titre. Nkunku donc pour le but de Pastore. Et puis juste après, il n'était pas titulaire. Appel, deuxième et contre-appel. Et c'est Cavani qui va fêter son but, qui finira le match en slip. Un boxeur, on m'a dit, il finit en slip, il est en boxeur. Et voilà, merci beaucoup pour l'info. En tout cas, Paris, c'est essentiel. Super, bravo, formidable. Qualifié. Ouais, je suis désolé. Franchement, on peut faire la même chose ici. Hein. Non. Ça va aller, hein. C'est vrai? On peut toujours. Allez. Non, Thierry, non. À minuit, quand les gosses seront couchés. Compo Jardim à présent. On va voir la compo Jardim. Donc, on va la présenter dans ce début de cette demi-heure avec beaucoup de changements par rapport au dernier match de championnat. Germain Mbappé pour 2 sanctis plutôt. On va parler à partir du gardien. Donc, Subasic n'est pas là. J'Emerson Ragui. Touré, Mendy, Bakayoko, Moutinho et non pas son compère habituel Fabinho. C'est sur le côté que vraiment il y a le turnover s'exerce. Dira et Jorge, donc Lemar et Bernardo Silva sont sur le banc, mais ne sont donc pas titulaires. Mbappé et Germain. Est-ce qu'il faut s'attendre à un grand Monaco? Non, c'est prudent. Prudent? Non, c'est prudent. Sur les côtés, regardez, on a Mendy et Jorge dont on dit que latéral gauche, latéral. Et Dirard à droite, c'est toujours un choix de blocage du couloir, d'occupation du couloir. C'est pas Bernardo Silva, c'est pas Thomas Lemar. On est quand même dans quelque chose où on a densifié, on a mis un peu de muscle et de volume. Est-ce que l'animation est différente? Est-ce que l'esprit est différent? Moi, c'est ça. Ah bah, je te dis, quand t'as 4 latéraux sur les côtés quasiment. Non mais ça, d'accord. Les latéraux, tu peux en faire ce que tu veux. Je veux dire, Marcelo, tu vas pas le transformer en Bernardo Silva, je te garantis. En fait, il y a une différence entre Dirard et Bernardo Silva, c'est qu'il y en a un qui rentre dans l'axe et Dirard. Avec le Maroc, et il a raison Dave, il a joué latéral droit pendant toute la CAN, il prend la profondeur, pas de chichi, il centre direct, grosse qualité de centre. L'année dernière, c'était un des meilleurs passeurs du championnat de France. Bon courage à Bédimo et à Doria, parce que c'est un garçon qui a un truc, sa plus grosse qualité, c'est l'endurance. Il a du volume de manière très importante. Et ben oui. Et puis, c'est pas un crateur. Ils vont jouer beaucoup plus direct, ils vont jouer beaucoup plus direct. Offensif. Et avec beaucoup moins de touches de balle, notamment sur les côtés, du côté de Monaco. Raymond, Eric, cette compo vous plaît? Est-ce qu'il faut
faut s'attendre quand même à un grand Monaco. Pour l'instant, c'est plutôt partagé, plutôt non. Un Monaco solide. Moi, j'ai un peu la sensation d'une équipe plus prudente au niveau du choix des hommes, avant de parler d'organisation du choix des hommes, de ce que l'on pouvait supposer avant que cette composition soit annoncée. Et comme Marseille donne également l'impression d'avoir une composition assez prudente, est-ce que ce match-là va être le ballon il va être au milieu, ils vont se regarder. Est-ce que ce match-là va être aussi spectaculaire que ce qu'on espère? Moi, c'est deux compositions d'équipe, mais qui sont moins que ce que j'aurais pu rêver. Je suis pas d'accord. Marseille n'a pas une composition prudente, elle a des joueurs prudents, c'est différent. Ouais, elle a quand même une défense à 5 avec. Alors c'est vrai que devant il y a du monde. Moi j'ai peur que le vainqueur tout seul au milieu de terrain. Partez pendant sa faute parce qu'il est à peu près d'accord avec vous, j'ai l'impression. Non. Donc excusez-moi, Eric, je vais rebondir sur ça. Est-ce qu'on peut assister à un match de merde? Raymond Domenech, vous avez la main. Bah oui. Merci. On ne sait pas au départ. C'est vrai que cette équipe, elle peut avoir un dispositif un peu plus restrictif parce que Dirard peut jouer milieu côté droit aussi. Ils peuvent jouer avec Bakayoko. Moutinho peut jouer aussi un peu plus haut. Ils peuvent jouer à 3 avec Jorge qui est côté gauche. Ça peut s'organiser. Ça peut s'organiser de toutes les manières. S'ils restent sur leurs principes, il est évident que pour moi, Dirard et Jorge, c'est pas Lemar et Silva. Non. Et qui manquera peut-être cette touche technique, créativité de jeu intérieur. Oui, mais ça ira plus vite devant. Ce que tu disais tout à l'heure, je pense que ça ira beaucoup plus vite, ça sortira plus vite. Direct, et c'est pas fait pour arranger les Marseillais. Mbappé, ce soir, lui, il sera pas sur la réserve. Vous parliez tout à l'heure d'aller au stade ou pas. Moi, ce soir, si j'étais supporter Marseille ou peu importe d'où je venais, je paye le billet juste pour Mbappé. Je paye pas le billet pour Payet ou quoi que ce soit. Parce que moi, ce joueur-là, j'ai envie de le voir. Et ce soir, quand on connaît un peu la lourdeur, entre guilguillemets, de la défense marseillaise, alors moi, je fais pas de pronostic. Je fais pas enlève les guillemets. On enlève les guillemets. D'ailleurs, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir s'il va dézonner. Parce qu'il y a un côté qui me paraît plus lent que l'autre. Du côté de la défense de Marseille. C'est quand même juste une compo qui est destinée à préserver l'intégrité physique des joueurs majeurs dans le cadre des échéances futures. Les joueurs couloirs qui s'épuisent le plus, qui travaillent le plus. Mais physiquement, c'est cela. Il y a quelque chose qui m'étonne. Sur le banc des remplaçants, il y a Bernardo Silva et il y a Thomas Lemar. C'est pas mieux finalement de commencer le match avec eux, avec finalement l'équipe type, et de les faire sortir après. Non, parce qu'on a tendance. Tu peux pas faire sortir 5 joueurs. Non, parce qu'en plus, on a tendance. Oui, c'est ça, il faut gérer le match. Mais on a tendance, si ça reste à 0-0, si le match n'est pas fait, on se dit, je vais faire sortir un de mes bons joueurs pour faire entrer un qui, normalement, est moins bon que celui que je vais mettre. Donc, non. Il vaut mieux se dire l'inverse. Regarde ce que fait ce soir, avec Pastore et Cavani, qui sont les deux buteurs. Et puis, il y a autre chose, c'est que si tu as la chance, avec cette équipe-là, de mener 2-0, tu laisses tes gars sur le banc, c'est pas la peine d'aller leur... Je vais peut-être être caricatural, mais c'est les échos que j'ai de Monaco. Le président n'a complètement rien à cirer de la Coupe de France. Je vous le dis, il joue la Ligue des Champions et surtout le titre de champion. Voilà. On finira sur cette note extrêmement forte. Nous allons nous retrouver les copains à la mi-temps, d'accord? Donc le score à la mi-temps de cette OM Monaco, habillage à l'américaine, musique qui fait peur. Dave Apadou, score à la mi-temps d'OM Monaco. 0-1. Thierry Marchand. Je vais le faire à Johan Mikou. 0-0. Okay. Et David Gélit. 1-0, but de Clinton NG. Moi, j'aime bien prendre des risques. Eric Bilderman. 2-0 Monaco. Raymond Domenech. Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Non, on peut dire un partout. Vous pouvez dire 0-0. Non. On se retrouve à la mi-temps dans 45 minutes quelques. Non, c'est à 21h05. Oui, 21h05, voilà. Relevez pas, je vous dis dans quelques instants, la soirée au Canada. Il faut que je vous parle. Point de Rachid ce soir. Rachid. Enfin, il y a Top Chef ce soir et il n'y a pas Rachid. C'est quoi cette histoire? On a Rachid. Top Chef, c'est à vous. Bonsoir, alors ce soir j'ai la goulash de porc, piment et filet de truite, sauce vierge et merguez grillé. Je vous dis à tout à l'heure.